Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Bonjour Myriam. Bonjour Anouche. Bonjour Pascal. Bonjour Émilie. Parfait. On va patienter quelques secondes, comme d'habitude, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Dominique. Allez, on va pouvoir commencer. Les retardataires se connecteront au fur et à mesure. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc Olivier est présent et pourra répondre et compléter la présentation dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions, il pourra y répondre en direct. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc comme vous avez pu le voir sur l'invitation que vous avez reçue, le sujet est donc investir en immobilier ancien. Quel impact sur sa fiscalité? Donc, on va le détailler en voyant quels sont les avantages justement à investir en immobilier ancien. Où peut-on investir en immobilier ancien? Quels sont les différents types de biens sur lesquels l'investisseur va pouvoir se positionner? Et comment réaliser et optimiser un montage en déficit foncier? Alors, premier point, quels sont donc les avantages à investir en immobilier ancien? Quels sont les avantages que vous allez pouvoir mettre en avant auprès des acquéreurs, des prospects que vous rencontrez? Donc, investir en immobilier ancien présente 3 types d'avantages pour l'acquéreur. Premier point, la possibilité d'acquérir sur des emplacements dits privilégiés. Deuxième type d'avantage, les différentes formules d'acquisition possibles, puisqu'on va pouvoir faire une acquisition en nu, en meublé, en location annuelle, en location saisonnière. Donc, il y a vraiment différentes possibilités pour l'acquéreur de pouvoir, entre guillemets, exploiter ensuite l'acquisition qu'il fait dans le cadre de cet investissement. On le verra après, mais bien évidemment, en fonction de l'acquisition, si elle est en nu ou en meublé, les régimes fiscaux qui sont applicables ne seront pas les mêmes. Mais en tout cas, l'immobilier ancien offre cette possibilité-là de pouvoir acquérir selon différentes formules, donc en nu, en meublé, en location annuelle, en location saisonnière. Troisième intérêt, troisième type d'avantage, l'intérêt de pouvoir faire une acquisition donc en immobilier ancien et de pouvoir bénéficier du régime de droit commun du déficit foncier. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail de ce qu'est le déficit foncier, on le verra à la fin de la présentation, mais je ne ferai pas un cours comptable sur le fonctionnement de ce régime qu'est le déficit foncier. Petit aparté, je vous recommande pour ceux qui ne sont pas aguerris à ce sujet-là, bien évidemment de pouvoir suivre les formations qu'on propose, puisque dans les formations, sur les différents niveaux, il y a les différents dispositifs et les différents régimes, dont le régime du déficit foncier qui est évoqué. Donc, ça permet effectivement d'être formé sur ce sujet-là pour pouvoir en parler et le présenter à ses clients. Je referme la parenthèse. Donc, pour rappel, l'investissement locatif en immobilier neuf, cette fois-ci, a démarré à la suite de la mise en place des avantages fiscaux dans les années 80, avec notamment la loi Méhaignerie en 1986.
Donc, avant 86, il n'y avait pas de mise en place de dispositifs spécifiques sur l'immobilier neuf, puisque pour justement pousser les investisseurs à se positionner sur l'immobilier neuf. Donc, pour le neuf, en tout cas, la partie investissement, enfin, la poussée sur les avantages fiscaux dans le cadre d'un investissement dans le neuf a commencé avec la loi Ménurie en 1986. Il faut savoir que le volume de transactions en immobilier ancien n'est pas exclusivement réservé à l'acquisition de SARP. Ça, je pense que vous êtes bien tous et toutes conscients de ça, puisque pour la majorité d'entre vous, vous faites de l'immobilier ancien. Selon les années, on estime, en fonction de la tendance du marché, en fonction de la situation économique et des politiques en cours, que 25% des transactions faites sur le marché de l'ancien sont faites justement dans le cadre d'un investissement, ce qui représente un volume important à ne pas négliger. Quand on prend par exemple sur un volume d'1 million de transactions réalisées par an dans l'ancien, ça représente environ 250 000 transactions qui sont réalisées pour du locatif. Alors, l'achat peut être fait, l'achat d'un bien pour le louer, ou l'achat d'un bien qui est déjà loué. Donc, il y a vraiment un potentiel, un marché sur effectivement l'investissement. Si on rajoute avec les volumes de vente qui sont réalisés dans le neuf, il faut savoir que dans le neuf, on a environ à 100 000 transactions. La moitié, grosso modo, sont faites pour de l'investissement locatif. Ça fait grosso modo, selon les années, je fais un tir groupé, mais ça représente environ 300 000 transactions dans l'année qui sont faites effectivement pour de l'investissement locatif. Donc, c'est non négligeable, effectivement. Et encore une fois, vous rencontrez au quotidien des profils, prospects, clients qui ont effectivement peut-être ce profil de réaliser un investissement, que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien. Donc, où peut-on justement investir en immobilier ancien? C'est justement tout l'intérêt majeur. On peut investir partout en France sans être contraint par des classements de zone ni des plafonnements de loyer, en ayant la liberté de choisir entre une location nue et une location meublée dans la majorité des cas. Exception faite notamment des propositions que vous trouvez sur notre site, qui sont dans le cadre de LMNP en résidence gérée. Là, on est exclusivement sur du meublé, on ne peut pas sortir le bien de ce fonctionnement-là dans le cadre du bail commercial. Donc, en tout cas, dans la majorité des cas, l'acquéreur, l'investisseur, a la liberté de choisir entre mettre son bien qu'il vient d'acquérir dans le cadre de son investissement en location nue ou en location meublée. Ce qui sera déterminant, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le régime applicable en fonction de ce positionnement entre le nu ou le meublé. Investir en immobilier ancien permet souvent d'acheter dans les centres-villes, là où évidemment l'immobilier neuf n'apporte pas de propositions, ou très rarement, donc dans les centres-villes ou dans des quartiers proches justement des centres-villes, permettant d'avoir l'accès à des services, l'accès au transport en commun à proximité de ces logements. On va également retrouver dans ces logements le charme de l'ancien, qui peut être important pour les investisseurs en fonction des goûts de chacun, et avec évidemment un atout sur l'aspect patrimonial par rapport à d'autres propositions. Quels sont les différents types de biens sur lesquels vous allez pouvoir positionner un prospect ou un client? Et donc, DCI vous met à disposition des propositions. Alors, premier type de propositions que vous retrouvez sur notre site, on en a parlé régulièrement lors des directs hebdo, ce sont les logements en résidence dite de service, donc je rappelle, type senior, étudiante, tourisme, affaires, sur le marché seconde main, donc sur le marché de l'ancien, avec un bail commercial en cours, permettant aux propriétaires de bénéficier du statut LMNP, donc je rappelle LMNP, loueur meublé non professionnel. Je rappelle que sur notre site, vous retrouvez deux types de propositions en LMNP, donc en LMNP VFA, donc des propositions de résidence de service qui ne sont pas encore sorties de terre, qui ne sont pas encore en exploitation, et d'autres biens qui sont donc sur le marché de l'ancien, qui sont déjà en exploitation, dont le bail commercial est donc en cours. Et donc, ce sont des propositions qui s'affairent donc au marché
qui se réfèrent au marché de l'ancien, pas à la VFA. Donc, premier type de proposition que vous trouvez sur notre site, donc les logements en résidence dite de service sur le marché seconde main avec le bail commercial donc déjà en cours et dont le propriétaire va bénéficier du statut LMNP. Sur ce type de proposition, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas sortir le bien du cadre du bail commercial qui est en cours. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir louer dans le cadre d'une location nue. On est exclusivement sur du meublé, c'est vraiment un produit packagé spécifique. Deuxième type de proposition, des logements qui sont sur le marché dit diffus, avec des propositions de logements packagés, donc incluant le prix de l'immobilier pur, les travaux de rénovation, le kit meublé et la proposition de gestion locative. Sur le marché, on retrouve différents acteurs qui proposent ce type de produits, certains avec qui sont spécialisés sur des biens destinés à la colocation, d'autres qui sont plus généralistes, mais dans tous les cas, on est toujours en meublé pour, là encore, bénéficier du statut LMNP. Alors, pour donner un exemple concret, je ne sais pas si vous connaissez par exemple Colocataire, qui est effectivement un acteur qui propose ce type de produit, mais exclusivement dans le cadre de colocation. Donc ça, c'est le deuxième type de proposition qu'on va vous mettre à disposition sur notre site au travers des accords qu'on a. Et troisième type de logement que vous allez pouvoir proposer dans le cadre de l'investissement, donc des logements nus devant subir des travaux de rénovation permettant de répondre aux normes attendues dans le cadre de la loi climat et permettant du coup un classement au DPE afin de répondre aux normes en vigueur et donc afin de répondre aux obligations pour pouvoir le mettre en location sur le marché. Les travaux de rénovation et de remise aux normes permettent à l'acquéreur de générer ce qu'on appelle du déficit foncier dans le cadre du régime de droit commun des revenus fonciers. Et ça, c'est possible dans le cas de location, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement nue. Le déficit foncier ne s'applique pas dans le cadre de location meublée. Alors justement, si on fait un zoom sur ce déficit foncier. Donc le déficit foncier est applicable dans le cas de l'allocation d'un logement nu, ce que je viens de dire. Donc on ne fait pas de déficit foncier en meublé. Un certain nombre de postes et de charges sont déductibles des revenus fonciers générés, ce qui, selon les cas de figure, va diminuer le revenu imposable ou créer du déficit foncier qui pourra être reporté durant 10 ans. Pour réaliser un montage en déficit foncier, il est important en amont de réaliser différentes actions. La première, de réaliser un diagnostic par un diagnostiqueur certifié. Deuxième, de pouvoir faire réaliser différents devis pour les différents postes de travaux de rénovation et de mise aux normes. Troisième point, de pouvoir rechercher les financements les plus adaptés et de pouvoir solliciter les éventuelles aides liées à la rénovation énergétique. Quatrième point, de pouvoir faire le choix sur le mode de gestion le plus adapté, à savoir un administrateur de biens, une gestion personnelle par l'investisseur ou des propositions de gestion en ligne avec des tarifs plus attractifs. Le déficit foncier constaté, c'est-à-dire la différence entre les revenus fonciers, c'est-à-dire les loyers, puis les intérêts d'emprunt et les assurances de prêt, et enfin les charges déductibles, vient s'imputer la première année sur le revenu imposable à hauteur de 10 700 €. Ça, il faut savoir que c'est depuis l'amendement Balladur qui a été mis en place en 1993. À l'époque, c'était 70 000 francs qui ont été convertis depuis à 10 700 € et qui n'ont jamais été revalorisés depuis 1993, donc c'est-à-dire depuis 20 ans. Donc ça, c'était pour faire l'aparté sur la chronologie, l'historique de ce montant-là. Pourquoi 10 700 €? Ça vient de l'amendement Balladur qui, à l'époque, représentait 70 000 francs. Donc, première année, on impute ces 10 700 € sur le revenu imposable. Puis, à partir de la deuxième année, les montants du déficit foncier excédant les 10 700 € sont reportés
sur les revenus fonciers pendant 10 ans maximum, de date à date. Il faut savoir que depuis le début d'année, il est possible de doubler cette imputabilité de 10 700 € à 21 400 à condition que les travaux répondent aux normes de rénovation énergétique du logement. Donc, il y a vraiment une spécificité dans ce cadre-là pour bénéficier du doublement de cette imputabilité. Ce qui est important à retenir dans cette présentation, c'est que, comme je le disais au début, au niveau des chiffres, il faut savoir que 250 000 transactions par an sont faites dans l'ancien pour de l'investissement. Donc, il y a réellement un marché et un boulevard que vous pouvez exploiter. Encore une fois, DCI vous met à disposition, que ce soit des formations justement pour être à l'aise sur les différentes possibilités et les différents dispositifs, régimes qui sont en vigueur, et sur des propositions, produits, pour pouvoir justement répondre aux besoins en fonction de la découverte que vous aurez effectuée de vos clients, sur différentes typologies de produits dans ce cadre-là de l'investissement. DCI, ce n'est pas que de la VFA, ce n'est pas que de l'immobilier neuf, on a également des propositions dites sur le marché de l'ancien, donc je le disais tout à l'heure, notamment sur des lots en revente LMNP. J'ai parlé tout à l'heure de colocataires, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est en train de mettre en place également ce type de produit qu'on va pouvoir vous proposer. Donc, c'est aussi de pouvoir étoffer la gamme de produits qu'on vous met à disposition dans le cadre de projets de clients et de prospects que vous rencontrez pour de l'investissement. Et d'avoir des propositions sur du déficit foncier. On en a également sur notre site, sur des produits qui sont dits packagés dans ce cadre-là, mais le déficit foncier, sur des produits que vous avez également, vous, dans vos portefeuilles propres de biens que vous rentrez, il est également possible d'amener ces propositions à vos clients. Mais évidemment, il faut être formé, il faut pouvoir comprendre l'intérêt, un peu le mécanisme. Et si, au-delà de la formation, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise sur les premiers projets que vous travaillez, rappelez-vous qu'on vous met à disposition les référents qui sont là également pour venir vous accompagner sur ces sujets-là, puisque eux le maîtrisent. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, de l'immobilier ancien ? Comment ça se passe sur le marché de l'ancien actuellement pour vous? Quelle est la tendance? Laborieux pour Pascal, mou pour Marlène. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Olivier est en train, Alain est en train de taper. Pascal également. C'est compliqué sur quoi? Sur la rentrée de mandat? C'est compliqué sur la sortie? C'est compliqué à quel niveau? Au-delà du financement, hein. Manque de produits, d'accord, rentrée de produits. C'est-à-dire que c'est au niveau de la rentrée, c'est-à-dire que les vendeurs ne vous confient pas le mandat, ou dans tous les cas, il n'y a pas de produits actuellement mis en vente sur vos marchés, sur vos secteurs. Alors, Pascal, question sur les frais de notaire réduits lors de l'achat. Y a-t-il une durée pour revendre à taux réduit? À taux réduit sur les frais de notaire? C'est ça la question, Pascal?
D'accord, donc les vendeurs sont décorrélés. En fait, ce que vous dites, c'est que les produits, il y a du produit sur le marché, mais c'est décorrélé par rapport à la réalité du marché, c'est ça? Oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est le prix, le prix n'est pas en adéquation. Et sur les acquéreurs, sur les prospects que vous rencontrez, c'est plutôt des prospects résidence principale ou investissement en ce moment, quand vous êtes sollicité? Résidence principale, ok. Ok. Et sur l'investissement, du coup, est-ce que vous avez fait, alors c'est ce que je disais la semaine dernière lors du précédent Direct Hebdo, est-ce que vous avez mis en place un plan d'action là, justement, pendant la période de déclaration de revenus qui a ouvert depuis la semaine dernière? Est-ce que vous vous êtes organisé pour reprendre contact avec des précédents profils type vendeur, acquéreur? Est-ce que vous êtes allé faire le tour de vos apporteurs d'affaires? Est-ce que vous avez mis en place peut-être de la communication spécifique durant cette période-là? Est-ce que vous avez planifié des choses? Quand vous dites à sec, René, c'est peut-être qu'ils ont fait une démarche auprès de leur banque, mais qu'ils ont pas, la banque ne suit pas. D'autres produits, c'est quoi d'autres produits, Pascal? Qu'est-ce qu'ils leur proposent d'autres, les banques? Placement et assurance vie, d'accord. Ok. Pierre papier. Ok. De quoi vous avez besoin aujourd'hui dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Si aujourd'hui on avait une baguette magique, qu'est-ce qui vous permettrait de façon locale de, de pouvoir enfin, avancer par rapport à cette situation? Un panel plus large de produits, mais c'est-à-dire produits immobiliers, autres produits, c'est-à-dire. Donc, des alternatives, mais c'est sur ce point que j'ai besoin que vous me précisiez. Quelle alternative? Alors, sur la question du financement, je vous rappelle qu'on a un partenaire que vous pouvez solliciter pour l'étude des projets de financement. Puisqu'évidemment, si le client va voir sa banque, comme vous le dites, ben, la banque, ça reste un concurrent. Elle a, elle aussi, des produits immobiliers dans la majorité des cas. Elle a d'autres propositions de produits annexes, etc. Donc, ça peut être intéressant de faire étudier le projet par notre partenaire qui, lui, a les outils pour vous apporter une réponse. N'hésitez pas, on l'a dit plusieurs fois, n'hésitez pas à le solliciter pour pouvoir effectivement avoir une réponse sur la faisabilité du projet de votre client et une réponse sur à combien le client peut prétendre. Alors, comment mieux toucher les personnes qui souhaitent défiscaliser leurs revenus en menant une bonne campagne de marketing? Mais ça, c'est en croisant les différents supports que vous utilisez. Pour ceux qui font de la prospection terrain, ceux qui utilisent leurs réseaux sociaux, il y a les campagnes de mailing. Il faut vraiment croiser pour essayer de toucher un maximum de personnes par les différents supports que vous utilisez au quotidien. Si vous faites de la prospection terrain, peut-être adapter les supports que vous utilisez avec cette période-là
en interpellant sur la question de la période de déclaration de revenus et de défiscalisation sur les solutions de défiscalisation qu'il existe. Si vous utilisez les réseaux sociaux, type, je ne sais pas, Facebook ou autre, ça dépend chacun, il y en a qui utilisent Instagram, enfin, après ça c'est en fonction de ce que vous avez déjà mis en place, de pouvoir effectivement adapter aussi vos posts à cette période-là. De pouvoir aller voir vos apporteurs d'affaires, comme je l'avais dit la semaine dernière. Sur les campagnes peut-être de mailing, d'adresser des mailings ciblés en fonction des profils. Je ne parle pas de la même façon à un ancien client vendeur qu'à un ancien client acquéreur. Donc, enfin, voilà, si vous avez des profils propriétaires bailleurs qui génèrent aujourd'hui déjà du revenu foncier, de la même façon, on ne va pas leur parler, on ne va pas aller titiller le même intérêt sur ceux-là qui sont déjà investisseurs et qui génèrent aujourd'hui déjà des revenus fonciers par rapport à d'autres qui pourraient être primo-investisseurs. Donc, il faut vraiment adapter votre discours en fonction de la cible et du profil que vous allez interpeller. Alors, Pascal qui dit « Je suis passé par mon courtier, par conséquent, ça a beaucoup réduit son taux et a proposé ses produits. » C'est-à-dire, est-ce qu'il vous a apporté une réponse sur la partie financement? Mais ça, c'est votre courtier. C'est un partenaire que vous avez, vous, de votre côté, c'est ça? Je pense qu'il faut vraiment, là, dans la période, comme vous le dites tout à l'heure, où c'est une période qui est compliquée, où la tendance, elle est un peu molle, où c'est compliqué de mettre en adéquation les besoins des acquéreurs par rapport aux banques, par rapport au financement, par rapport aux vendeurs qui ont peut-être des prétentions qui ne sont pas en adéquation avec le marché. C'est vraiment d'apporter votre professionnalisme, votre expérience à ce niveau-là et de pouvoir proposer différentes solutions, différentes maîtrises sur les différents projets, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif. Donc, on le répète souvent, hein, mais la formation est vraiment hyper importante, encore plus dans un contexte comme celui dans lequel on est actuellement. C'est vraiment important d'avoir un éveil, une sensibilité sur différentes solutions et propositions que vous pouvez amener à vos clients. Et ça passe forcément par la formation. Après, on vous met des différents outils, notamment, alors, on parlait tout à l'heure de la résidence principale. Sur la résidence principale, n'oubliez pas que le neuf apporte des solutions. Alors, je sais que ça ne répond pas à tous les profils et que ça ne répond pas à tous les secteurs géographiques. Mais il y a quand même des choses à faire. Et pour discuter avec des promoteurs tous les jours, il y a deux cas de figure en ce moment sur l'immobilier neuf. Il y a beaucoup de ventes qui sont faites sur de l'ARP parce qu'évidemment, ça apporte des réponses en termes de financement par le PTZ, par les frais de notaire réduits, par la maîtrise des charges, par la réponse à ces questions énergétiques. Enfin, il y a vraiment de réels arguments. Donc, les promoteurs nous disent qu'actuellement, il y a pas mal de ventes qui sont faites sur de la résidence principale. Et sur les investisseurs, c'est beaucoup de paiement cash en ce moment. Ils ne passent pas par la case banque. Donc, il y a des personnes que vous rencontrez au quotidien qui ont peut-être de l'argent placé sur d'autres supports et qui souhaitent aujourd'hui le repositionner sur une solution immobilière. Donc après aussi, il y a aussi le schéma inverse, c'est des personnes qui cherchent des produits type placement, SCPI ou autre. On va avoir très prochainement, très rapidement, des propositions à vous mettre à disposition et ça sera notamment l'objet du direct hebdo de la semaine prochaine. Il faut travailler beaucoup, plus qu'il y a 10 ans pour gagner 3 fois moins. Et oui, mais c'est le marché qui est aujourd'hui comme ça sur 2023. Vous savez aussi bien que moi, et je pense que vous avez plus de bouteilles que moi, René, à savoir que le marché immobilier, il est fluctuant, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut passer à travers les vagues. Et la vague, il faut sortir ses pagaies, et ces pagaies, c'est la formation, l'accompagnement, se remettre en question, s'adapter peut-être au fonctionnement d'aujourd'hui, aux différents supports qu'il existe, se mettre aux supports digitaux, enfin voilà, essayer de se remettre en question
par rapport évidemment au marché. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais je pense que voilà, dans un marché où le business n'arrive pas tout seul, il faut aller le chercher. Donc, il faut être présent, donc il faut mettre en place des actions, donc il faut se former pour être plus pertinent, il faut peut-être diversifier son activité, avoir d'autres solutions. Voilà, c'est aussi l'objet, nous, justement du Direct Hello, ce que je vous disais pour la semaine prochaine, de présentation de nouveaux partenariats et de nouveaux supports. Je vous en ai dévoilé déjà un ce matin sur colocataire avec des produits sur le marché de l'immobilier ancien avec des solutions packagées. Voilà, on aura d'autres choses à vous présenter la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Pas d'autres questions? Alors, dans ce cas-là, je vous remercie pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Soyez présents. Voilà, ça sera, je pense, de bonnes nouvelles pour vous sur ce qu'on est en train de mettre en place. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.